Dédé était assis au bout de la table. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous regardez cette histoire. Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne. Cela nous aide à vous apporter de nouvelles histoires juteuses. Ok, revenons à ce jour fatidique. L'invitation, quand elle est arrivée, n'était pas du tout une invitation. C'était une convocation. Elle est arrivée par un email d'un cabinet d'avocats, son ton aussi froid et impersonnel qu'une ordonnance de tribunal. Monsieur Arthur Dubois sollicite la présence de son fils, Monsieur Antoine Dubois, et de sa compagne, Mademoiselle Léa Mercier, pour un dîner formel à sa résidence privée. C'était la rencontre qu'Antoine espérait et redoutait depuis les 2 années que nous étions ensemble. Le père d'Antoine était un fantôme, une légende dans le monde de la finance. Il avait bâti un empire de plusieurs milliards de dollars à partir de rien, puis, il y a 10 ans, il avait complètement disparu de la vie publique, se retirant dans la solitude de son vaste domaine clôturé. C'était, de la vie générale, un homme brillant, excentrique et incroyablement difficile. Il avait déshérité son propre fils aîné, le frère d'Antoine, pour avoir épousé une femme qu'il jugeait inappropriée. Et maintenant, c'était mon tour d'être jugé. La semaine précédant le dîner fut une leçon magistrale d'anxiété. Antoine, d'habitude si calme et confiant, était une épave nerveuse. Léa, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une rencontre normale avec les parents. Mon père ne fait pas dans le normal. C'est un test. Tout est un test avec lui. Tout mon avenir, notre mariage, tout. Tout dépend de son approbation de toi. Il m'avait donné une liste de règles, un champ de mines conversationnel à naviguer. Ne parle pas de ton travail à l'association. Il pense que la charité est une faiblesse. Ne mentionne pas les modestes origines de tes parents. Tiens-toi au sujet sur l'art, l'histoire, l'économie. Porte la robe bleu marine que je t'ai achetée et l'écharpe en cachemire. Il accorde de l'importance aux apparences. Et pour l'amour de Dieu, avait-il dit, les yeux écarquillés d'une peur désespérée et suppliante, ne sois pas en retard. Il croit que la ponctualité est un signe d'esprit désordonné. J'ai passé la matinée du dîner à me sentir comme si je me préparais pour une audition plutôt que de rencontrer un futur membre de ma famille. J'ai répété mes sujets sur devant le miroir. J'ai repassé la robe et l'écharpe jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Mon estomac était un nœud serré et bouillonnant de nerfs. J'étais tellement concentré sur le fait de ne pas échouer à ce test ridicule et arbitraire que j'ai presque oublié d'être un être humain. J'ai décidé de prendre le train jusqu'à sa ville, une enclave riche et isolée à 1 heure de Paris. Antoine était déjà là, parti en avance pour se préparer. Le plan était que je prenne un taxi de la gare au domaine. Mais en descendant du train, la pression écrasante de la journée m'a fait me sentir comme si je ne pouvais pas respirer. La gare était à environ 1,5 km de son domaine. J'ai décidé de marcher juste pour me vider la tête, pour sentir le sol solide sous mes pieds. La marche fut comme un voyage dans un autre monde. Les rues étaient calmes, bordées de demeures incroyablement grandes, cachées derrière de hautes et des portails en fer forgé ornementés. Je me sentais comme une intruse, une simple fille d'un monde de trottoirs et de béton, empiétant sur une terre de privilèges. J'ai vérifié ma montre. J'étais juste à l'heure, mais j'avais encore 20 minutes. C'est sur un petit espace vert magnifiquement entretenu qui bordait la route que je l'ai vu. Il était assis sur un banc public, et il était la seule chose dans cette ville parfaite qui semblait déplacée. C'était un homme âgé, ses vêtements débraillés et usés, son visage marqué de profondes rides fatiguées d'une vie difficile. Il frissonnait dans l'air frais de l'après-midi, sa fine veste n'étant pas de taille face à la brise. Il avait l'air perdu, affamé et totalement seul. Mon premier instinct, celui conditionné par une semaine d'instructions paniquées de mon fiancé, fut de passer mon chemin, ne t'implique pas. Ne sois pas en retard. Ne te montre pas moins que parfaite. Mais ensuite, j'ai regardé son visage, la tristesse silencieuse et profonde dans ses yeux, et la voix de ma grand-mère a résonné dans ma tête, il y a longtemps. La mesure de ton caractère, ma chère, est la façon dont tu traites quelqu'un qui ne peut rien faire pour toi. Au diable le test. J'ai changé de cap et je me suis dirigé vers le banc. Excusez-moi, monsieur, ai-je dit doucement. Ça va? Il a levé les yeux vers moi, ses yeux d'un bleu étonnamment clair et intelligent. Juste un peu froid, jeune femme, a-t-il dit, sa voix un murmure bas et rauque. Et il semblerait que j'ai manqué le service de déjeuner au refuge local. J'ai regardé le simple sandwich,
dinde et emmental sur pain complet, que j'avais préparé pour moi pour le trajet en train. C'était la seule nourriture que j'avais. Sans une seconde hésitation, je l'ai sorti de mon sac. Tenez, ai-je dit, le lui offrant. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à vous. Il a regardé le sandwich, puis moi, une expression étrange et indéchiffrable sur son visage. Il l'a finalement pris avec un signe de tête silencieux. Merci, a-t-il dit. C'est très gentil. Je l'ai vu frissonner de nouveau. Par impulsion, j'ai défait l'écharpe en cachemire coûteuse et douce autour de mon cou, celle qu'Antoine avait insisté pour que je porte. Et vous en avez plus besoin que moi, ai-je dit, la drapant doucement sur ses épaules minces. Il a regardé l'écharpe, puis de nouveau moi, ses yeux intelligents semblant voir à travers moi. Vous êtes une femme très gentille, a-t-il dit. J'ai juste souri, lui ai souhaité bonne chance, puis, vérifiant ma montre, j'ai réalisé avec une secousse de panique que j'allais maintenant officiellement, irrévocablement être en retard. J'ai accéléré, mon cœur battant avec une nouvelle sorte d'anxiété. J'avais échoué au test avant même d'avoir franchi la porte. Je n'avais aucune idée que je venais de réussir le seul test qui comptait vraiment. J'ai laissé le vieil homme sur le banc public, la chaleur de son sourire reconnaissant ne faisant que peu pour apaiser la marée froide et montante de ma propre panique. J'ai vérifié ma montre, 17h12. J'étais maintenant en retard de 12 minutes pour la rencontre la plus importante et la plus terrifiante de ma vie. J'ai pratiquement couru le dernier quart de kilomètre, mes talons censés s'enfonçant dans l'herbe douce et bien entretenue des vastes pelouses qui bordaient la route privée. Les grilles du domaine du bois étaient encore plus intimidantes de près. 2 énormes colosses en fer forgé avec un « D » doré élégamment inscrit dans la ferronnerie. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, ma voix tremblant légèrement en m'annonçant. Léa Mercier pour voir Monsieur Dubois. Il y eut une longue pause silencieuse qui ressembla à un jugement en soi, puis un bourdonnement mécanique fort tandis que les grilles s'ouvraient lentement, silencieusement vers l'intérieur. L'allée était une longue rivière sinueuse d'asphalte parfaitement pavée, flanquée de chaque côté d'une véritable forêt de chênes anciens et majestueux. C'était moins une allée qu'un parc national privé. Au bout, le manoir lui-même est apparu. Ce n'était pas juste une maison, c'était une déclaration. Une vaste merveille de pierre de 3 étages à l'architecture classique avec des ailes qui s'étiraient comme un oiseau de proie et des dizaines de hautes fenêtres sombres qui semblaient me regarder comme sentieux immobiles. Et m'attendant en haut des grands escaliers en pierre, debout sous l'imposant portique, se trouvait mon fiancé. Antoine ne souriait pas. Il faisait les 100 pas, un animal en cage d'anxiété pure, son téléphone serré dans la main. Au moment où il m'a vu me précipiter dans les escaliers, son visage, déjà pâle d'inquiétude, s'est durci en un masque de colère brute et non filtrée. « Léa, où diable étais-tu » siffla-t-il, sa voix un murmure bas et furieux alors qu'il se précipitait à ma rencontre, me saisissant le bras. « Tu es en retard de 17 minutes, 17. Il déteste le retard. Je te l'ai dit. Je t'ai dit à quel point c'était important. C'est un désastre complet et absolu. Je suis tellement désolé, Antoine, ai-je dit, ma voix essoufflée par ma course. Je sais. Je suis tellement désolé. Je marchais depuis la gare et il y avait ce vieil homme sur un banc public. Il avait l'air si froid et il n'avait pas mangé, et j'ai dû m'arrêter. Il me regarda comme si je venais de commencer à parler une langue étrangère. Un vieil homme, répéta-t-il, sa voix pleine d'une incrédulité stupéfaite et horrifiée. Un sans-abri. Tu étais en retard à une réunion avec mon père milliardaire reclus. Une réunion qui décidera de tout l'avenir de nos vies. Parce que tu t'es arrêté pour discuter avec un sans-abri. Je n'ai pas discuté, ai-je dit, un éclair de défi coupant ma propre anxiété. Je lui ai donné mon sandwich. Il avait faim, Antoine. C'est alors que ses yeux tombèrent sur mon cou. Son visage, déjà un masque de fureur, sembla se tordre encore plus. Et où, demanda-t-il, sa voix maintenant dangereusement calme, est ton écharpe, l'écharpe en cachemire, celle que je t'ai achetée spécifiquement pour cette réunion. Je l'ai donnée, ai-je murmuré. Il avait si froid. Tu l'as donnée, dit-il, sa voix montant en un cri étouffé et incrédule. Une écharpe de 700 €. À un clochard. Léa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? As-tu la moindre idée de ce qui est en jeu ce soir? Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un de tes cas de charité d'association. C'est mon père. Il juge tout. La façon dont tu regardes, la façon dont tu parles, la façon dont tu t'habilles.
Et tu arrives ici en retard, déconcerté, et sans la seule chose chère et respectable que tu portais. » Ces mots étaient comme une série de petites gifles aiguës. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il n'était même pas en colère. Pas vraiment. Il était terrifié. C'était un petit garçon effrayé, désespéré d'obtenir l'approbation d'un père qu'il connaissait à peine. Et à ce moment-là, il ne me voyait pas comme sa partenaire, mais comme un passif, une personne incontrôlable qui venait de compromettre son héritage. Sa cruauté, née de sa propre peur, était douloureuse à observer. Et la vieille moi, la moi d'il y a quelques mois, en aurait été écrasée. Mais alors que je me tenais là, sur ce grand porche imposant, un calme étrange et silencieux a commencé à s'installer en moi. J'avais fait un choix sur ce banc public. J'avais choisi la compassion plutôt que la ponctualité. J'avais choisi la gentillesse plutôt qu'une écharpe en cachemire. Et si c'était le choix qui me rendait inadapté à la famille Dubois, alors qu'il en soit ainsi. J'avais réussi un test bien plus important que le sien. Juste à ce moment-là, les immenses portes en chêne sculptées du manoir s'ouvrirent. Un majordome grand, incroyablement mince, dans un uniforme classique noir et blanc, se tenait là, son visage un masque impassible. « Monsieur Dubois vous recevra maintenant, » dit-il, sa voix aussi sèche que du vieux papier. Antoine redressa immédiatement sa cravate, sa panique revenant. Il me prit la main. Sa poigne était froide et moite. « Ok, » murmura-t-il frénétiquement. « Juste laisse-moi parler. » Souris. Sois poli. Ne mentionne pas l'homme sur le banc. Ne mentionne pas l'écharpe. Essaie juste de ne rien dire de stupide. S'il te plaît, Léa, s'il te plaît, sois parfaite. Il me tira à travers le seuil dans un foyer si vaste et si silencieux que le son de nos pas résonnait sur le sol de marbre noir et blanc. L'air était frais et immobile, et les murs étaient tapissés d'œuvres d'art inestimables, surveillés par les yeux sévères et peints de ce que je supposais être des générations d'ancêtres du bois. La maison n'était pas un foyer. C'était un musée, une galerie froide et inaffectueuse de richesse et de pouvoir. Le majordome nous conduisit dans un long couloir silencieux. À chaque pas, mon cœur battait un rythme lent et lourd contre mes côtes. J'avais l'impression de marcher vers ma propre exécution. Je serrai la main d'Antoine, un geste silencieux de réconfort qui lui était destiné plus qu'à moi. Il avait raison. C'était un test de mon aptitude, de ma lignée, de ma valeur. Le majordome s'arrêta devant une paire de hautes portes en bois sombre. « Monsieur Dubois vous attend dans la salle à manger principale », annonça-t-il. Alors que nous nous approchions des portes, j'entendis une seule voix basse venant de l'intérieur. C'était une voix d'homme, rauque et calme, mais avec une cadence étrange et familière que je ne pouvais pas tout à fait situer. Mon cœur s'arrêta. Ce n'était pas possible. Le majordome poussa les portes de la grande salle à manger. Mon fiancé me murmurait encore des instructions paniquées de dernière minute à l'oreille. « N'oublie pas, ne parle pas de politique, ne. » Mais je ne l'écoutais plus. Je ne regardais même pas la magnifique table à manger de 6 mètres de long ou le lustre en cristal étincelant qui pendait au-dessus. J'étais figé, mes yeux fixés sur l'homme seul assis à l'extrémité de la table, un seul couvert devant lui. C'était lui, l'homme du banc public. Le majordome, un homme si grand et mince qu'il semblait sculpté dans l'ombre, poussa les portes de la grande salle à manger, le mouvement aussi silencieux que la tombe. La pièce au-delà était une caverne de splendeur seigneuriale. Une table en acajou d'une longueur impossible, polie jusqu'à une brillance sombre et miroir, s'étendait sur toute la longueur de la pièce. Un magnifique lustre en cristal, non allumé, pendait du haut plafond voûté comme une constellation capturée. Et à l'extrémité de cette table, assis dans une chaise à dossier qui ressemblait plus à un trône, se trouvait une seule figure solitaire. Mon fiancé, Antoine, me sifflait encore des instructions paniquées de dernière minute à l'oreille. « N'oublie pas, poignée de main ferme, établis un contact visuel, ne parle pas de ton travail, quoi que tu fasses, ne mentionne pas. » Mais ces mots s'étaient dissous en un bourdonnement insignifiant. Je n'écoutais pas. Je ne respirais même plus. Tout mon être était concentré sur l'homme au bout de cette table. Mon esprit était dans un état de déni frénétique et désespéré. Ce n'est pas lui, me disais-je. Ça ne peut pas être lui. C'est juste une coïncidence. Un vieil homme dans des vêtements sales similaires. C'est tout. Tu es perturbé. Tu vois des choses. Mais alors l'homme bougea. Il leva une main pour ajuster quelque chose autour de son cou,
et je le vis draper élégamment sur les épaules de sa veste usée et effilochée. Une touche de douceur et de couleur impossible contre le tissu terne, c'était mon écharpe en cachemire, celle que j'avais donnée 1 heure plus tôt. Je me figeai dans l'embrasure de la porte, mes pieds refusant de bouger, mon corps se transformant en glace. Antoine, réalisant finalement que je n'étais plus à ses côtés, arrêta ses murmures paniqués. « Léa, qu'est-ce que c'est? Que regardes-tu? Allons-y, siffla-t-il en me tirant le bras. Et puis il suivit mon regard le long de cette table longue et intimidante, et il vit son père. La réaction fut un spectacle à voir. Mon fiancé, qui avait passé la dernière semaine à me traiter comme une enfant fragile et incompétente qui avait besoin d'être gérée, ressemblait maintenant lui-même à un petit garçon terrifié. La couleur s'était retirée de son visage. Sa posture confiante, bien que paniquée, s'était complètement effondrée. Sa bouche s'ouvrit et un petit son étranglé, mi-halètement, mi-gémissement, s'échappa de ses lèvres. « Père, balbutia-t-il, sa voix un couinement incrédule. « Quoi? Que faites-vous? Que portez-vous? Êtes-vous malade ?» L'homme au bout de la table ne répondit pas à son fils. Il ne le regarda même pas. Ses yeux, ces mêmes yeux bleu clair et intelligents qui m'avaient regardé avec une telle dignité silencieuse sur le banc public, étaient fixés sur moi et il me sourit d'un sourire chaleureux, sincère et complètement familier. « Bienvenue, Léa, dit-il, sa voix la même voix rauque et gentille que j'avais entendue à peine 1 heure plus tôt. Veuillez entrer. Asseyez-vous. Je m'excuse pour mon apparence plus tôt dans la journée. C'est une vieille et, je crains, plutôt excentrique habitude. J'étais toujours figé dans l'embrasure de la porte, mon esprit essayant de concilier l'image de l'homme sans abri frissonnant avec le légendaire milliardaire reclus Arthur Dubois. Les deux réalités étaient si profondément en désaccord que mon cerveau refusait simplement de les connecter. Ce fut le murmure paniqué et humilié de mon fiancé qui brisa enfin le sort. L'homme sans abri, me siffla-t-il. Tu parlais d'un homme sans abri? C'était l'homme sans abri. L'horreur naissante et écœurante de ce que j'avais fait et de ce qu'il m'avait dit sur le porche l'envahissait maintenant. Arthur Dubois tourna finalement son regard froid et intelligent vers son fils. Antoine, dit-il, sa voix perdant toute sa chaleur antérieure, devenant aussi tranchante et froide qu'un éclat de verre. Tu as l'air surpris de me voir. Tu ne devrais pas l'être. Toi, de toutes les personnes, c'est que j'apprécie le caractère, l'intégrité et la simple gentillesse humaine par-dessus tout. C'est la seule vraie monnaie dans ce monde en faillite, et j'ai passé la meilleure partie d'une décennie à tester les gens, essayant d'en trouver une trace quand ils croient que personne d'important ne regarde. Il fit un geste vers les chaises vides qui bordaient la vaste table. J'ai eu des héritiers de familles puissantes, des PDG de grandes entreprises et de jeunes hommes ambitieux comme toi assis dans cette même pièce. Ils viennent ici vêtus de leurs costumes coûteux, armés de leurs manières parfaites et de leurs compliments calculés, et ils jouent. Ils jouent tous, soupira-t-il, un son de profonde et profonde lassitude. Mais une performance, c'est tout ce que c'est. Il me regarda ensuite, et la chaleur inonda de nouveau ses yeux, un regard d'une admiration paternelle si sincère qu'elle me serra le cœur. Et puis, aujourd'hui, cette jeune femme est apparue, dit-il, sa voix redevenue douce. Cette jeune femme, ta fiancée, que tu avais, à juste titre, terrifiée quant à l'importance de cette réunion avec le vieil homme difficile et tyrannique de la montagne. Cette jeune femme, qui était déjà en retard, qui savait que chaque seconde comptait, qui savait que son apparence et son calme étaient censés être jugés. Il marqua une pause. Son regard inébranlable sur mon visage. Elle s'est arrêtée, dit-il, les mots devenant maintenant une déclaration à toute la pièce. Elle n'était pas dégoûtée. Elle n'avait pas peur. Elle n'est pas passée avec un regard de pitié. Elle a vu un être humain qui avait besoin de chaleur, et elle a sacrifié la sienne. Elle a sacrifié son propre déjeuner, continua-t-il, désignant un petit sandwich à moitié mangé qui reposait maintenant sur une fine assiette en porcelaine à côté de lui, afin que moi, un étranger complet et sans valeur, je puisse manger. Et elle a sacrifié son propre confort. Il tendit la main et toucha doucement, presque religieusement, l'écharpe en cachemire qui était toujours drapée autour de ses épaules, afin que je puisse avoir chaud. Elle a échoué à ton test pathétique et superficiel de ponctualité et d'apparence, Antoine. Mais elle a réussi le mien, le seul qui ait jamais vraiment compté. Elle l'a réussi haut la main, magnifiquement. Il me sourit ensuite de nouveau, un sourire si plein d'approbation qu'il me semblait que le soleil sortait de derrière les nuages. Maintenant, Léa, dit-il, désignant la chaise directement à sa droite,
la place d'honneur. Dis non. Il semble que nous ayons un mariage à planifier et l'avenir de toute une entreprise à discuter. Il jeta ensuite un coup d'œil, presque après coup, à son fils pâle, tremblant et complètement brisé. Antoine, tu peux rester et écouter, ou tu peux partir. Le choix, pour une fois, t'appartient entièrement. Le silence dans la grande salle à manger vide était absolu. C'était un silence empli du poids de l'humiliation publique profonde de mon fiancé et de mon propre choc vertigineux et surréaliste. Antoine resta figé dans l'embrasure de la porte, son visage un masque d'horreur abjecte, regardant l'homme qu'il avait appelé père, un homme qui se révélait maintenant être un étranger complet et absolu pour lui. Moi, d'autre part, je regardais l'homme du banc public, un homme que je sentais comprendre avec une clarté étrange et soudaine. Avec une grâce qui démentait ses vêtements sales, mon futur beau-père, Arthur Dubois, désigna la chaise à sa droite. « Léa, dit-il de nouveau, sa voix une douce invitation, s'il vous plaît. » Mon corps, qui était resté figé dans l'embrasure de la porte, obéit enfin. Je traversai la longue et solitaire étendue de la table en acajou poli, le son de mes propres pas résonnant dans la pièce caverneuse. J'avais l'impression de marcher dans un rêve. Je pris place à la droite du roi. Antoine, après un long et angoissant moment, sembla enfin retrouver l'usage de ses jambes. Il entra en traînant les pieds dans la pièce, un prince déshonoré dans la cour de son propre père, et s'assit à l'extrémité lointaine de la table, aussi loin que possible du centre du pouvoir. Le majordome silencieux du foyer entra dans la pièce comme sur un signal invisible, poussant un chariot de service en argent. Il commença à servir le premier plat de ce que je savais maintenant être le dîner le plus atrocement maladroit de la vie de mon fiancé. La conversation, lorsqu'elle commença, ne fut pas entre père et fils. Elle eut lieu entre Arthur et moi. Antoine resta un fantôme silencieux et misérable à l'extrémité de la table, repoussant sa nourriture dans son assiette. Arthur, mon beau-père excentrique, terrifiant et étonnamment doux, l'ignora complètement. Il ne se concentrait que sur moi. Il ne me posa pas de questions sur mes finances, mon éducation ou le statut social de ma famille. Il me posa des questions sur moi. Il me demanda quel livre je lisais actuellement. Il me demanda de parler de mon travail à l'association du centre-ville, un emploi qu'Antoine m'avait supplié de ne pas mentionner. Je lui dis la vérité, ma voix gagnant en confiance à chaque phrase. Je lui parlais du jardin communautaire que nous construisions, des enfants que je mentorais. Il écouta avec un intérêt sincère et intelligent, posant des questions pertinentes et perspicaces. Il me demanda de parler de mon enfance, et je lui parlais de mes parents, un instituteur et une infirmière qui m'avaient élevé dans une petite maison remplie de livres et d'amour, mais de très peu d'argent. Je lui parlais des valeurs qu'il m'avait inculquées. L'importance de la gentillesse, la dignité du service, la responsabilité que nous avons de veiller les uns sur les autres. Il dit, ils semblent être de bonnes personnes. Ils ont élevé une fille remarquable. À un moment donné, entre le plat principal et le dessert, il tendit la main et défit l'écharpe en cachemire de son cou. Il la plia soigneusement. Il dit, je crois, ses yeux pétillants, c'est à vous. Il me la rendit. Elle était encore chaude. Merci, dit-il. C'était un très grand réconfort. Le dîner fut un entretien calme, profond et profondément personnel. Et tandis que nous parlions, je réalisais ce qui se passait. Il ne cherchait pas seulement à me connaître. Il montrait à son fils, de la manière la plus claire et la plus dévastatrice possible, toutes les choses qu'il avait lui-même échoué à voir en moi. Il montrait à Antoine que les qualités qu'il m'avait exhorté à cacher mes humbles origines, ma nature compatissante, mon travail peu impressionnant étaient précisément les qualités que son père valorisait le plus au monde. Quand le repas fut enfin terminé, Arthur nous raccompagna à la porte. Il s'adressa à son fils pour la première fois de la soirée. « Tu as une femme remarquable ici, Antoine, dit-il, sa voix calme mais ferme. Ne commets plus jamais l'erreur de la sous-estimer ou de sous-estimer ses valeurs. Ta place dans mon entreprise et dans ma vie est assurée, non pas grâce à tes propres mérites ce soir, mais grâce aux siens. Maintenant, rentre chez toi et sois l'homme qu'elle mérite. » Le trajet en voiture jusqu'à notre appartement fut un long et lourd silence. Antoine conduisait, les yeux fixés sur la route, le visage un masque pâle et sombre de honte. Je ne savais que dire. Je n'avais pas remporté de victoire sur lui. Nous avions tous deux survécu à son père. Lorsque nous fûmes enfin de retour en sécurité dans notre petit salon modeste, il s'effondra. Il s'assit au bord de notre canapé et pleura, son corps secoué par une onde si profonde qu'elle était douloureuse à regarder.
Il s'excusa non seulement pour son comportement sur le porche ce jour-là, mais pour les 2 années entières de notre relation, pour sa lâcheté, pour son obsession de l'approbation de son père, pour avoir, pendant une seconde, essayé de faire de moi quelqu'un que je n'étais pas. C'était le plus honnête, le plus vulnérable que je l'ai jamais vu. Et je savais à ce moment-là que notre relation n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Notre mariage, 3 mois plus tard, fut une affaire petite, calme et belle. Il n'eut pas lieu au country club. Ce fut dans le jardin ensoleillé de l'arrière-cour de mes propres parents. Et Arthur Dubois était là. Il n'était pas habillé en sans-abri. Il était vêtu d'un costume magnifiquement coupé, mais autour de ses épaules, porté comme une médaille d'honneur, se trouvait mon écharpe en cachemire. Il n'était plus le milliardaire effrayant et reclus. Il était juste mon beau-père, ma famille. Alors que je me tenais là, prononçant mes vœux à Antoine, un homme nouveau, plus humble et infiniment plus méritant, je pensais à la nature des tests. J'étais entré dans ce domaine, terrifié à l'idée d'échouer au test superficiel des apparences de mon fiancé. J'avais échoué de manière spectaculaire, et ce faisant, j'avais réussi le seul test qui comptait vraiment. Ma justification ne résidait pas dans la victoire d'une fortune ou d'une place dans la haute société. Elle résidait dans la réalisation tranquille, simple et profonde que la vraie valeur n'est pas mesurée par ce que l'on possède, ou qui l'on connaît, ou à quoi l'on ressemble. Elle est mesurée toujours et seulement par la gentillesse que l'on montre à un étranger sur un banc public quand on pense que personne au monde ne regarde. Une histoire absolument magnifique sur le pouvoir de la gentillesse et un test de caractère avec les enjeux les plus élevés possibles. Que pensez-vous de la méthode inhabituelle d'Arthur Dubois? Faites-nous part de vos réflexions sur cette incroyable histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez été touché par cette merveilleuse histoire, veuillez montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires émouvantes et satisfaisantes. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci d'avoir regardé et nous vous retrouverons dans la prochaine.